Il s'agit ici de la famille de l'Isle-Adam que j'ai déjà évoquée dans ma première vidéo. Fin décembre 2012 ou début janvier 2013, la fille d'une amie se trouvait un soir à Nation en compagnie d'amis, filles et garçons. Ils étaient 4 en tout. Ils entrèrent dans un café qu'ils connaissaient et y séjournèrent jusque vers les 1h du matin. Ils sortirent donc à ce moment pour rentrer chez eux. Tout à coup, les 4 se trouvèrent dans un environnement qui leur était complètement étranger. Plus aucun véhicule autour d'eux, plus aucun bruit, plus aucun signe de vie. Un immeuble se dressait près d'eux, devant la grille duquel se trouvait un petit être d'environ 1,20 m de haut, tout de blanc vêtu, entièrement lumineux. Il se tenait derrière la grille de cet immeuble. Paniqués, les 4 jeunes se mirent à prier dans un mouvement réflexe. Ils se mirent ensuite à courir, et l'environnement habituel redevint tout à coup normal. Rentrée chez elle, la fille de mon ami ne put contenir des pleurs, ce qui alerta sans doute sa mère, qui lui demanda évidemment des explications. D'ailleurs, elle avait déjà appelé sa mère en pleurant avant de rentrer à la maison. La nuit se passa, quelle nuit! Et le jour étant venu, cette jeune fille se trouve très perturbée. Réfléchissant à cet incident, ils ont conclu à l'anormalité de ce qu'ils avaient ressenti, vu qu'à Nation, à toute heure du jour et de la nuit, il y a toujours beaucoup de véhicules et d'animations. Se retrouver eux 4 à Nation, dans un environnement sans voiture, sans animation, sans bruit, c'était quelque chose véritablement incompréhensible, anormal. Ils ont tous ressenti ces mêmes impressions. Le petit être avait semblé disparaître sur place. Des scandales scientifiques. Les entités nous observent et leur charte est de ne pas intervenir directement dans nos affaires, car nous devons savoir construire seuls nos chemins civilisateurs. C'est la règle universelle. Les scandales n'épargnent pas le monde scientifique. Fidèle à mon propos initial, je vais présenter un cas typique de scandale scientifique dont je dispose des éléments suffisants pour les livrer aux internautes qui cherchent, comme quelques-uns d'entre nous, à mieux comprendre dans quel monde nous vivons. Mes amis Guy Cottenrock et Georges Mess se sont retrouvés confrontés à des histoires de boules apparues dans des circonstances mystérieuses. Guy a vécu un extraordinaire épisode dans le cimetière de Pantin qu'il raconte par le détail. Il s'est retrouvé possesseur d'une de ces boules qui semble lui avoir apporté des améliorations concernant sa santé. Une dame a rencontré Georges Mess pour lui montrer aussi bien des boules qu'elle a l'habitude de trouver dans des conditions étranges, elle aussi. Et puis, il y a Charles qui, sur son terrain, a trouvé plusieurs boules de la manière vraiment la plus étrange possible. Et nous avons enregistré son témoignage. Ces boules sont plus petites que des boules de pétanque fabriquées pour les enfants. Elles sont sphériques, d'aspect pierreux lisse. Je n'ai trouvé aucun scientifique pour investiguer ces trouvailles. Pourtant, toutes ces personnes étaient d'accord pour se déplacer afin de rencontrer des possibilités d'analyse des constituants des boules qu'ils avaient accueillies, j'oserais dire, malgré elles. Il faut dire que ces personnes ne désiraient pas trop confier leur trésor sans aucune garantie, d'autant que l'une d'elles, Charles, avait déjà confié à un laboratoire l'une des boules qu'il avait trouvées, boules qu'il ne revit jamais plus.
Charles, c'est un contacté de très haute volée. Le rapport que je lui ai consacré comporte 19 pages. Charles a tout connu des manifestations ovni, y compris les implants dont il ne veut pas se départir. Charles est un être très particulier. Il fait partie sans aucun doute de la cohorte des abductés que nous avons rencontrés. Les phénomènes liés à cet être exceptionnel sont extrêmement variés et peu communs. Dons de régression dans le passé au contact de certains objets. J'ai expérimenté. Dons de communication avec des animaux. Dons de guérison dans certaines circonstances. Charles a été capable de communiquer avec des ovnis, disons en les appelant télépathiquement. C'est un esprit ésotérique qui a hissé sa pensée à des niveaux certainement supérieurs à ses dons originels. Dès que nous fûmes à 300 ou 400 mètres de l'engin, une sensation de paralysie montait en moi, et plus nous approchions, plus j'étais pétrifié. Impossible de dire un mot à mon passager, impossible de remuer, ne serait-ce que le petit doigt. Un engin d'une hauteur de 2 mètres environ, mais peut-être plus. Ce récit date de 1984. Pendant les 14 années précédentes, il m'avait été interdit d'en parler à qui que ce soit, sauf à mon épouse. Je cherchais à voir quelqu'un, car j'étais paralysé mais conscient, du moins je le pensais. Dès que j'eus quitté la zone de l'engin, une sensation de liberté se faisait en moi. Je me sentais de plus en plus libre au fur et à mesure que nous nous éloignions. Je ressentais le phénomène inverse que lorsque je m'en étais approché. Et en passant devant l'engin, j'ai vu comme une grosse soucoupe de 8 à 10 mètres de diamètre posée sur le sol. Et 20 ans plus tard, j'ai pu voir le commandant Jean-Gabriel Grélé qui m'a dit que mon estimation était crédible. Et d'ailleurs, à propos de Jean-Gabriel Grélé, quelques renseignements suivent. En exergue de ce livre du commandant Jean-Gabriel Grélé, qui a un passé prestigieux et exemplaire dans l'aéronautique française, Jean-Gabriel Grélé écrit ceci donc. Sommes-nous seuls dans l'univers? À cette question banale, l'auteur en substitue une autre, beaucoup moins rassurante. Sommes-nous seuls dans la proche banlieue de la Terre, dans les espaces aériens par exemple? La réponse pourrait bien être pas toujours. Dans un texte clair qui se lit comme un roman, nous découvrons enfin quelle réalité se cache derrière les mensonges, les imprécisions et la dérision qui occultent ce délicat problème depuis plus d'un demi-siècle. Les documents d'archives présentés dans les premiers chapitres nous offrent bien des surprises, et le lecteur découvre ce qui apparaît finalement comme une évidence, des incursions d'engins inconnus, souvent détectés au radar, constituent un problème majeur pour la défense nationale. Mon ami Jean-Claude Venturini a conduit une étude sur l'influence du sel chez les abductés. Cette étude est dans mon dossier compilé et occupe 14 pages. Jean-Claude Venturini a eu l'idée de cette étude à partir de l'étude du livre du docteur Roger Lair. Jean-Claude Venturini a aussi débusqué un cas
étonnant survenu au nord-ouest de la capitale et qu'il a soigneusement investigué avec l'aide de son fils pour la représentation imagée. Là, il ne s'agit pas, certes, d'une abduction. Voici la relation du témoin Sitsu résumée. C'est à la Frette-sur-Seine, à 24 km de Paris. Le témoin, Daniel C., 50 ans à l'époque, en 2004, le phénomène observé est daté du 7 juillet 2004. Et à 4h05 du matin, les objets représentés survolent le témoin alors qu'il se dirige en voiture vers son travail à Paris en empruntant l'autoroute du secteur, la A15. Ce cas a été investigué par Georges Mess et Jean-Claude Venturini et publié dans LDLN en février 2005 dans le numéro 377. La représentation que j'ai choisie se trouve dans une grosse publication aux États-Unis, effectuée par une personne très importante dans l'ufologie américaine, Kim Carlsberg, célèbre abductée américaine et artiste. Là-bas, comme en France, son histoire et ses conférences ne lui ont pas attiré que des amis. Son livre contient aussi mon témoignage sur l'affaire de Haravilliers. Ce gros livre qu'elle nous a dédicacé à Jean-Claude Venturini et à moi-même s'appelle « The Art of Close Encounters ». Il contient 548 pages. C'est une publication très luxueuse. Passons maintenant au cas d'Haravilliers, qui est considéré par certains scientifiques comme le phénomène le plus complexe, le plus riche d'informations qui ait jamais été découvert en Europe depuis l'origine des chroniques se rapportant à ces phénomènes. 2 voitures circulent vers les bois de Haravilliers, avec en tout 4 personnes à bord. Elles sont attendues par une 3e voiture, en attente sur le parking dit des chasseurs. Ces personnes sont des ingénieurs en retraite, et celui qui sera abducté a dirigé le chantier de protection de la base de Taverny. Les 4 personnes non abductées seront cependant fort impactées par le phénomène, ainsi que d'autres personnes dans le village, dont le maire lui-même et la famille d'un conseiller municipal. À un certain endroit du village, avant d'aborder la montée de l'étroite rue qui mène au parking des chasseurs, tous les occupants des voitures, et plus encore, vont être comme anesthésiés. Une investigation approfondie collectera un nombre de détails insolites. Plusieurs scientifiques m'aideront pour investiguer. Jacques Vallée et Pierre Guérin. Le contre-amiral de réserve Gilles Pinon accepta d'effectuer une contre-enquête concernant les déclarations du conducteur de la Mercedes qui était stationnée sur le parking des chasseurs. Gilles Pinon, un ami et formidable auteur d'un livre sur l'affaire de Fatima. Et voici maintenant le parcours que les 2 voitures ont effectué avec leurs occupants, alors qu'ils furent maintenus en hypnose depuis l'origine de leur vision jusqu'au parking des chasseurs. Ces personnes se retrouvent régulièrement pour des parties de chasse dans les bois d'Haravilliers. Ils sont une 50aine en tout. En face du parking des chasseurs, il y a une maison des chasseurs où tout le monde se retrouve pour les agapes de la mi-journée. Leurs amis arrivent aux ruelles. Et là, ils vont commencer par voir une énorme lueur au-dessus de l'horizon. Et ils vont se poser des questions, là, tout devant. Mais qu'est-ce que c'est que ce feu d'artifice? Ils continuent leur progression, et tout à coup, à ce niveau, oh là là,
avec le grand Jacques Vallée, qui a co-auditionné les protagonistes de cette équipée, nous avons authentifié la relation de ces témoins. En argot, ben rien à faire, j'ai traduit rien à foutre. Ouais, d'accord. Mais j'ai entendu 200 en tout et pour tout, sur toute l'aventure. Quand le petit robot, quand la première fois dans le premier engin, parce que je voyais le plafond voûté qui était crème assez soutenu d'ailleurs, qui était à côté de moi à gauche, là, à gauche, il y avait le casque qui dépassait où j'étais allongé, toujours été allongé. Avec son casque noir, dont j'ai la photo, enfin le dessin là, qui a regardé à gauche, à droite, s'est penché, et d'une bonne méthode m'a dit bravo, bravo. Et après, vas-y Toto, j'avais un hublot à ma droite là, un peu bleu nuit, teinté. Alors comme je dis, l'impression de vitesse m'est restée pendant des mois. Et quand je dis vitesse, tout est relatif. Mais la façon que ça défilait dans le hublot, je dirais pas vitesse luminique, je ne sais plus où j'en suis. Hein. Et je me suis permis de rouler à 220 km/h sur l'autoroute. On aurait dit que je n'avais même pas démarré à côté de la sensation. Et j'entendais un doux ronronnement. Ce dossier est énorme et il est impossible dans cette présentation de rapporter tous les éléments qui le composent. La contre-enquête de Gilles Pinon confirma toutes les déclarations du témoin. Ce livre récemment paru de Jocelyn F. Keller expose les principaux événements liés à cette affaire complexe. On trouvera la quasi-totalité des phénomènes liés à cet événement dans différentes publications ou évocations lors de conférences ainsi que, bien entendu, sur mon livre numérique. Souvenez-vous de cette famille demeurant à l'Isle-Adam que j'ai évoquée dans la première vidéo.
Voici un volet parmi les très nombreuses situations paranormales qui surviennent chez tous les membres de la famille. Difficile pour cette mère de cet enfant de pouvoir approfondir sa généalogie du côté de son géniteur. Sa mère, étant déjà mère de 3 enfants, expliqua à sa fille, la maman présente maintenant devant moi, que, d'une manière complètement incompréhensible, elle s'était un jour retrouvée place de la République, dans un magasin qui s'appelait la Toile d'Avion. Elle a pris conscience qu'elle s'était vue nue, montant un grand escalier. Sa maman habitait certes Paris, rue du Cardinal Lemoine, mais ce jour-là, d'après ce qu'en déduit sa fille, elle n'avait nullement l'intention de se rendre dans cet imposant magasin où se trouvait ce grand escalier, tout le long duquel se tenaient des êtres en armes qu'elle ne reconnaissait pas comme étant des êtres humains, à vrai dire. Ces êtres, harnachés, en militaire, armés, étaient plantés sur les marches. D'autres jeunes femmes se trouvaient dans la même situation, le long de la rampe. Les gardiens étaient raides et immobiles, comme des militaires, gardiens impaviles donc, au service d'un pouvoir inconnu et résolument déterminé, discipliné. Ces jeunes femmes avaient été conduites quelque part sous cette surveillance militaire et avaient été inséminées. La dame avait reconnu ce magasin, bien que n'ayant repris sa conscience seulement à l'intérieur, parce qu'il y avait déjà effectué des emplettes. Cela a dû se passer au mois d'octobre 1955. Elle était certaine que sa fille, à qui elle raconta cette extraordinaire histoire, était donc une hybride. Cette dame, que j'avais maintenant devant moi, me convainquit rapidement que depuis son plus jeune âge, elle se sentait différente des autres dans ses perceptions, ses expériences paranormales, les tableaux inspirés qu'elle produisait. L'investigateur que j'essaie d'être, au mieux de mes moyens personnels, eut comme première idée d'aller effectuer quelques vérifications élémentaires, logiques, concernant cette histoire. Je n'avais jamais entendu parler de ce magasin, la Toile d'Avion. J'allais donc place de la République, et au coin de la rue du Temple, alors que j'avais prospecté tous les pas de porte du secteur, je tombais sur un magasin de frusques haut de plafond qui m'interpella rapidement, car en son centre trônait un grand escalier qui menait à un premier étage. C'était le seul escalier de ce type que je pus voir, dans cette litanie d'enseignes et de bâtiments. Bien entendu, aujourd'hui, ce grand escalier avait été automatisé en escalator. J'eus la permission de le photographier, cet escalier. Il faisait très froid en cette période du mois de février. Les personnes âgées ne s'aventuraient guère à l'extérieur. Pourtant, c'était une de ces personnes que je m'impatientais d'interroger sur le passé de ce magasin. Au bout d'une demi-heure d'attente, de 20 questionnements, d'allées et venues dans le secteur, histoire surtout de me réchauffer, je trouvai enfin l'homme de la situation. Il me déclara avoir vécu il y a très longtemps dans ce quartier, et maintenant il demeurait dans un autre quartier parisien. Oui, me dit-il, ce magasin était bien celui de la Toile d'Avion, qui appartenait peut-être à la maison Boussac, mais il y a très longtemps. Ensuite, ce fut la maison Tati qui reprit l'enseigne. Après, d'autres se sont succédés. La dame en question
n'avait jamais fait de recherche particulière suite aux révélations de sa maman. À noter que ce magasin est toujours spécialisé dans la vente de tissus et de vêtements. Lorsque je lui eus raconté le fruit de mes investigations et que les photos lui furent présentées, aussitôt enregistrées sur l'ordi de la maison grâce à une clé USB, la maman montra évidemment sa surprise, son immense surprise quand même, et aussi la satisfaction de pouvoir confirmer auprès des siens, grâce à une investigation extérieure, la véracité de ce qu'elle avait expliqué au sujet de sa naissance, il y a si longtemps déjà. Ce dossier est aussi vraiment très consistant, très impressionnant, par la variété des situations vécues par tous les membres de cette famille, très liés. Je regrette ce silence qui s'est maintenant installé entre nous, tout d'abord à cause du décès de la maman qui a autant surpris les siens que moi-même. Personne ne s'attendait à un tel drame. Ces dossiers très chargés m'ont interpellé. Je pense que l'on peut me comprendre. C'était inévitable, et j'en ai d'autres. De plus en plus s'imposait l'idée qu'il devait y avoir un lien entre toutes ces révélations. Et ce fut le cas, découvert et investigué par Georges Mess, auteur inspiré du livre Revenir en France, paru aux éditions Interkeltia, qui hissa encore le niveau atteint par l'intensité de ces témoignages. Je me permets de recommander l'exploration du site de OVNI Paris, lieu de nos conférences depuis bien des années, riche d'une quantité de comptes rendus d'archives diverses, d'une gazette rendant compte des études et échanges de notre groupe de discussion, et qui a dépassé le nombre affolant de 70 numéros. Le site www.ovniparis.fr. Le cas investigué par Georges Mess est connu comme le cas Roro. Roro reste un homme en forme, bien vivant, et qui continue à nous étonner par la qualité, la précision, la profondeur de ses révélations depuis qu'il a été autorisé à s'exprimer. Avec Jean-Claude Venturini, nous avons participé à cette incroyable exploration. Il est impossible de développer ce compte-rendu ici. C'est un monument. Bien entendu, l'essentiel est consigné dans mon livre numérique, y compris sur YouTube et les archives du Sceau.